Merci David et merci Olivier. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Parfaitement. Parfait. Euh, Très bien. On va parler pour commencer de la question de la psychologie de l'IA et de la question de la problématique, une problématique centrale pour l'IA générative actuelle, la question de l'alignement cognitif. Dans Crisip, depuis plusieurs mois maintenant, on a commencé à intégrer à nos activités de coaching, à nos activités de formation, notamment de formation en management, et je fais référence notamment à nos programmes management et coaching qui sont coportés avec Dauphine. On a commencé à intégrer un certain nombre d'assistants IA utilisés dans le cadre de formation, de management, de coaching, et on identifie un certain nombre de valeurs ajoutées suite à ces premiers temps. Premièrement, une observance accrue parce que le fait d'utiliser en coaching, en management, en formation des assistants bots IA permet une meilleure réalisation des actions prescrites, une meilleure focalisation sur la réalisation des actions prescrites. Un ciblage augmenté également parce que les bots sont très bons pour développer une hyper-focalisation lorsqu'ils accompagnent un coaché, un collaborateur, un formé, une hyper-focalisation sur les objectifs qui ont été assignés par le management ou au coaching ou à la formation. Une disponibilité accrue également parce que, par définition, les bots sont disponibles à tout moment. Un feedback amélioré aussi qui permet immédiatement face à une situation, notamment une situation de challenge, des retours immédiats par le bot sur la situation qui nous fait face. Une accessibilité également en termes de valeur ajoutée, une accessibilité augmentée concernant notamment la question de la langue de prédilection parce que par définition, les IA, en tout cas une fois qu'elles ont été préparées pour, peuvent parler dans n'importe quelle langue. Une capacité de synthèse également, parce que les IA, suite à une interaction avec elles, peuvent nous envoyer un mail de résumé des acquis de la session de coaching ou de formation ou de management assisté qu'on vient d'avoir avec elles, un résumé des acquis de session et une focalisation sur les applications à réaliser sur la base de ces acquis. Haute valeur ajoutée des assistants bot IA, elles rendent possible la réalisation de séances flash parce que les bots sont cette caractéristique, en tout cas quand ils sont éduqués pour, d'être extrêmement droit au but lorsqu'ils conduisent une séance de coaching, de formation ou de management. Autre valeur ajoutée, la question de la réduction des coûts qui permet un accompagnement d'un plus grand nombre. La question du débriefing aussi, haute valeur ajoutée, les IA rendent possible des débriefings plus précis en séance suivante réel avec le coach, le manager ou le formateur grâce aux mails de synthèse qui sont envoyés à l'issue d'une e-session avec un bot à l'utilisateur. On identifie aussi une aisance parce que parfois il est plus facile à certains moments pour des utilisateurs, par exemple pour des questions de non-jugement ou de peur du jugement, d'interagir avec un bot. On travaille aussi actuellement sur des questions de gamification pour rendre les e-séances avec des assistants bots plus engageantes, plus motivantes. La question de la continuité aussi, les bots, en tout cas lorsqu'ils sont éduqués pour, lorsqu'ils sont formés pour, et c'est le cas des bots qu'on utilise, reprennent en séance les techniques qui sont travaillées durant les séances réelles avec le coach, le manager ou le formateur, ce qui permet ou ce qui empêche une discontinuité entre ce qui est travaillé méthodologiquement en séance réelle par le coach, par le manager, par le formateur, une discontinuité de ça vis-à-vis de ce qui serait fait
par l'assistant bot en interséance. Une focalisation accrue également face à une situation donnée parce que les bots, les assistants bots IA sont très bons pour réduire la complexité d'une situation et focaliser sur un élément central de la situation, l'échange avec l'utilisateur. Enfin, dernière valeur ajoutée, notamment dans le cadre des activités de formation, un modeling qui est extrêmement intéressant parce que les bots, en tout cas lorsqu'ils sont éduqués pour, sont très bons pour dérouler en e-séance des applications de techniques qui ont été travaillées en séance de formation de façon extrêmement structurée et de façon extrêmement efficace. Voilà pour les valeurs ajoutées qu'on a pu identifier à ce jour. En parallèle de ces valeurs ajoutées, on identifie un certain nombre de difficultés cognitives côté utilisateur de ces assistants IA. Première difficulté, une difficulté de cadrage, c'est-à-dire une difficulté à respecter parfois les consignes, les questions, le cadre posé par l'assistant IA. À noter que ces difficultés cognitives que je vais vous mentionner sont en fait, pour toute une partie d'entre elles, assez proches des difficultés que l'on a dans des vraies situations avec avec des êtres humains en formation, en coaching, en management. Il n'y a pas forcément une spécificité de ces difficultés avec un bot. Deuxième difficulté, une logique parfois de substitution où on voit l'utilisateur demander du conseil, demander des solutions clés en main, ce qui notamment pour des questions de coaching mais aussi pour des questions de management n'est pas l'objet parce que ça ne rend pas acteur l'utilisateur, le bénéficiaire. On voit aussi parfois une logique de confusion, c'est-à-dire une croyance chez l'utilisateur qu'il faut perdre le bot. C'est-à-dire qu'il faut lui dire, faut le challenger, il faut lui dire des choses pour le faire dysfonctionner. Autre type de difficulté dans un registre cognitif, des difficultés parfois langagières qui ont trait aux difficultés d'expression parfois lacunaires des utilisateurs qui ne donnent pas assez d'éléments de contexte et qui du coup mettent en difficulté les IA qui ont du mal à répondre, à produire une réponse adaptée au contexte réel de l'utilisateur. Autre difficulté, une immédiateté aussi. On voit parfois des logiques d'utilisation ultra rapides parce que c'est de l'IA, donc ça doit aller très vite, qui va se traduire par exemple par le fait que les questions adressées par le bot ne sont pas lues et donc une difficulté de compréhension de ces questions et donc de réponse ensuite aux questions qui sont posées par le bot avec un dysfonctionnement potentiel qui va s'en suivre. Autre type de difficulté, un besoin d'aide pour la prise en main technique, voire pédagogique du bot. C'est quelque chose qui n'est pas forcément immédiat pour tous les utilisateurs. Et puis, plus largement, d'un point de vue plus épistémologique, parfois un rapport un peu réaliste au sens philosophique du terme, au sens épistémologique du terme, un rapport un peu réaliste avec le bot, avec l'illusion de la recherche de la bonne réponse ou de la vraie solution qui devrait être apportée par le bot. Alors, à côté de ces difficultés cognitives côté utilisateur, maintenant je passe du côté de l'IA. On a des IA actuellement qui deviennent assez bluffantes et qui développent des compétences cognitives et langagières générales qui deviennent extrêmement performantes. L'analyse sémantique et syntaxique, par exemple, la création de contenu, l'intégration du contexte de l'utilisateur pour produire une réponse adaptée, le raisonnement logique, en tout cas dans une forme simple, l'inférence, notamment lorsque l'utilisateur ne donne pas suffisamment d'informations, une capacité à compléter ou inférer les informations manquantes,
Une capacité d'extraction d'entités pour identifier le type de personnes, de lieux ou d'instances ou problématiques ou de sujets dont on est en train de parler, dont est en train de parler l'utilisateur, et puis une capacité de mise en relation de ces entités pour se fabriquer une représentation de ce dont on est en train de parler. Autre compétence forte des IA, l'analyse de sentiments et très clairement la capacité de synthèse. Les IA génératives, langagières, deviennent très bonnes pour synthétiser des propos. Et puis, plus récemment, même très récemment, on voit que va exploser une nouvelle phase des IA génératives, qui est la phase de la multimodalité. OpenAI, par exemple, vient de sortir GPT-4o, qui permet d'interagir non seulement via texte avec des IA, mais aussi maintenant sous forme, sur la base d'images, de vidéos et de production verbale directe. En parallèle de ces compétences cognitives et langagières générales assez bluffantes côté IA, toujours côté des IA, on voit une difficulté de compétences techniques fines. Dès qu'il s'agit de sortir, de dépasser des questions de compétences générales et de rentrer dans des compétences techniques fines, dans des process méthodologiques précis, par exemple des process psychologiques appliqués, tels qu'on peut les utiliser dans le cadre de nos formations management et coaching, on voit que là, ça devient beaucoup plus compliqué pour les IA génératives. Ce qui est normal parce qu'elles n'ont pas et elles ne peuvent pas être entraînées sur ces techniques, sur toutes ces techniques. Et ça se traduit par une maîtrise, une difficulté de maîtrise épistémologique, conceptuelle et méthodologique de ces IA vis-à-vis à nouveau de compétences précises, fines ou de process précis. Ça va se traduire, par exemple, par une difficulté de l'IA à maintenir un process qu'elle est en train de conduire, à ne pas en sortir, ou une difficulté à recadrer l'utilisateur lorsque lui sort du process qui est en train d'être réalisé. Une difficulté aussi à identifier les facteurs d'efficacité qui vont rendre performante l'application de la technique ou du process que l'IA est en train d'utiliser ici et maintenant. Une difficulté aussi d'analyse du contexte pertinent, c'est-à-dire de choisir dans le contexte qui est donné par l'utilisateur les informations qui sont centrales. Une difficulté d'analyse de la cohérence des réponses de l'utilisateur par rapport au process ou à la technique qu'on est en train de dérouler. Et puis, plus largement, une difficulté d'adaptation à l'évolution technique, réglementaire ou autre de ces techniques, de ces méthodes, de ces process. Toujours côté IA, ces difficultés, elles renvoient très clairement à un coût d'entraînement qui est extrêmement important et qui rend assez difficile une possibilité d'entraînement des IA sur tous les process, toutes les techniques, a fortiori étant donné que ces process et ces techniques sont en évolution permanente. Mais plus fondamentalement, la difficulté côté IA, David Abono l'a mentionné rapidement tout à l'heure, c'est une difficulté d'alignement, c'est-à-dire une difficulté de fiabilité de ce qui est produit par l'IA. On peut faire référence notamment à la question maintenant bien connue de l'hallucination des IA, la question de l'opacité des IA. David Abono l'a mentionné tout à l'heure également, hein, avec la question de l'explicabilité. On ne comprend pas comment fonctionnent ces IA. Et puis, ça a été mentionné aussi par David, les biais cognitifs et très clairement les biais culturels qui sont largement documentés maintenant au niveau de ces IA. Donc, cette difficulté assez significative des IA, pour résumer, dès qu'on sort de compétences langagières cognitives générales, dès qu'on va sur du spécifique, les IA, les modèles de langage qui sont à notre disposition actuellement arrivent vite à des difficultés.
Ces difficultés, elles renvoient à la distinction entre deux types fondamentaux d'IA. L'IA symbolique, premièrement, on va dire qui est l'IA historique, qui est fondée sur une épistémologie cartésienne de l'intelligence, l'IA symbolique étant façonnée à l'image des conceptions humaines de la rationalité. Dans une IA symbolique, on encode les processus et les contenus de ce qu'on identifie comme étant une rationalité donnée dans des représentations abstraites. Ça va se traduire par le fait qu'on va fabriquer, coder, programmer cette IA symbolique sur la base d'une série d'axiomes, de raisonnements formels, de logique, de modélisation mathématique, de paramètres, de contraintes, de règles, etc. Cette IA symbolique, elle a un intérêt extrêmement fort, qui est qu'elle est un système dont l'être humain comprend le fonctionnement interne, le fonctionnement cognitif, si on veut le qualifier ainsi, et donc peut maîtriser, réguler ce fonctionnement cognitif. En parallèle de ces IA symboliques, on s'est focalisé maintenant sur des IA plus récentes, qui sont les IA empiriques, qui sont fondées sur une épistémologie empiriste, humienne notamment, de l'intelligence. Là, l'idée, c'est l'apprentissage à partir des données. Le but, c'est de dégager empiriquement, sans extrapolation conceptuelle, sans recherche de formalisation, on cherche à dégager empiriquement des catégories, des propriétés et des relations sur la base de l'analyse de données. C'est le machine learning dont le deep learning qui est issu de l'évolution connexionniste des sciences cognitives. Et quand on fait référence à l'IA, maintenant, on fait essentiellement référence au deep learning. Donc, dans le deep learning, pour le dire de façon schématique, on a des neurones formels qui sont d'inspiration analogique initiale neuromimétique humaine. Et de façon plus concrète, on a des réseaux de neurones qui sont des architectures de combinaisons d'opérateurs mathématiques, notamment, en tout cas pour la phase de fonctionnement d'un modèle de langage, des fonctions d'agrégation et des fonctions d'activation. Alors ces IA, elles sont extrêmement performantes, elles sont bluffantes. Le problème, c'est qu'elles reposent sur des espaces vectoriels émergents dont l'interprétabilité sémantique, si je puis dire, n'est pas directement accessible à l'être humain. On ne comprend pas comment elles fonctionnent et notamment comment elles dysfonctionnent et on a du mal à les réguler. Et c'est la question de l'alignement. Face à ces deux IA possibles, on a une émergence extrêmement intéressante. En ce moment, il y a eu un colloque à ce sujet à Saclay il y a quelques mois. On a une émergence d'IA dites hybrides, d'IA neurosymboliques, qui vont combiner ces deux types d'approches d'IA que je viens de mentionner. Le but de l'IA hybride étant de pallier les limites respectives de ces deux IA. Concernant l'IA symbolique, son caractère a prioriste, éthéré, son manque d'ancrage matériel, et concernant l'IA empirique, son absence de fiabilité, je viens d'en parler, son coût, je l'ai mentionné, financier mais pas que, humain, énergétique également, son coût d'entraînement, et puis ses difficultés face à des domaines ou à des tâches spécifiques, des process spécifiques, comme je l'ai mentionné juste avant. Et donc, le but de l'IA, des IA hybrides, c'est d'exploiter les valeurs ajoutées respectives de ces IA. Pour l'IA symbolique, sa rigueur, ses garde-fous, son aisance de construction, mais rigueur et garde-fous qui sont fondés sur le fait qu'on les comprend, on peut les interpréter, on sait comment elles fonctionnent, et puis l'IA empirique pour son enracinement terrain. Donc, avec l'IA hybride, on a une combinaison qui est extrêmement fructueuse d'un côté, logique a priori, de l'autre côté, données pratiques. Ou d'un côté, respect des règles, l'alignement, et d'un autre côté, l'intégration des informations ethniques.
Ces IA hybrides, au sens du psychologue Piaget, elles forment ce qu'on peut appeler un système adaptatif, c'est-à-dire un système qui équilibre l'assimilation au sens de Piaget, c'est-à-dire la capacité de respect et de continuité de cadre de pensée, de cadre de raisonnement, de cadre cognitif, et d'un autre côté, l'accommodation, c'est-à-dire l'ajustement à la contingence, à la nouveauté, à l'imprévu. Dans le cadre du pôle recherche et développement de CRISI, qui s'appelle Néocognition, on a travaillé depuis plusieurs mois à une articulation neurosymbolique à un niveau complètement macro, qui est le niveau du prompt engineering. Le prompt engineering, il se traduit par un certain nombre de points centraux, dont la question du tell and show, c'est-à-dire la définition en compréhension et en extension. Définition en compréhension, ça veut dire qu'on va expliquer à l'IA générative ce qu'on attend d'elle. Définition en extension, ça veut dire qu'on va lui donner des exemples. Deuxième caractéristique du prompt engineering, la chaîne de raisonnement, on va expliciter à l'IA les raisonnements cognitifs, entre guillemets, qu'elle doit avoir successivement pour dérouler la tâche complexe, la technique, le process précis qu'on attend d'elle. Et puis le few shot learning qui se traduit par le fait qu'on va donner un ou plusieurs exemples concrets de réponses attendues au modèle de langage pour formater et lui donner à comprendre, entre guillemets, la réponse qu'on attend de lui. Ces activités de prompt engineering, elles ont, au sens du psychologue Brunner, une fonction d'étayage cognitif qui est extrêmement importante. Elles permettent premièrement la réduction des degrés de liberté. Face à une tâche complexe par définition, l'IA pourrait partir dans tous les sens. Là, on réduit les degrés de liberté en lui donnant les éléments de prompt engineering que j'ai mentionnés. Deuxième type d'étayage cognitif que ça apporte aux IA, un maintien de l'orientation vers le but. Pour pas que tout d'un coup, elles se mettent à partir sur une autre finalité que celle du process ou de la technique ou du cadre dans lequel on est ici et maintenant. Troisième fonction, la signalisation des caractéristiques déterminantes. Les IA, on va en reparler dans un instant, ayant beaucoup de mal à identifier dans le contexte les éléments qui sont vraiment centraux et sur lesquels elles doivent se focaliser. Et ensuite, enfin, ce que Brunner appelle la démonstration, c'est-à-dire le fait de donner à l'IA sous forme stylisée des exemples assez designés de comportements ou de réponses qu'elle doit produire dans une logique, on va dire, de modeling. Alors, cet étayage cognitif par prompt engineering, dans le cadre des bots assistants coach et assistants IA qu'on a fabriqués ces derniers mois, on l'a réalisé sous la forme d'injection de modules de compétences au sein des IA, en se référant à la notion de schème de Vergniaud. Un premier exemple, un module intentionnel. Alors, intentionnel, ça veut dire relatif au but, dans lequel on va l'aider à définir le but, quelle est la finalité de la tâche. Le résultat attendu, c'est la représentation concrète de l'état final auquel on doit arriver à l'issue de l'activité. Le but redéfini, comme on dit en ergonomie, le but redéfini, c'est la capacité d'adapter le but, par définition générale, au contexte ici et maintenant de la tâche. La planification, c'est-à-dire la décomposition du but en une série de sous-buts devant être atteints successivement. Et enfin, l'anticipation, c'est-à-dire l'identification des propriétés que les sous-buts successifs doivent avoir pour être plausibles. Deuxième exemple de module de compétences qu'on a injecté dans nos modèles de langage, dans nos bots, un module de conceptualisation. La conceptualisation, au sens de Vergniaud, étant la capacité à identifier les informations pertinentes d'une situation, informations pertinentes dont la prise en compte est déterminante
pour la réussite, pour l'efficacité de l'activité qui est en train d'être réalisée par le bot. Ça va se traduire notamment par le fait de lui apprendre à identifier des objets, des arguments au sens de la logique formelle, c'est-à-dire par exemple des types de problèmes, des types de situations, des types d'acteurs, donc des objets et des prédicats qui vont s'appliquer à ces objets, des propriétés, des relations, des transformations. Ce module de conceptualisation, il aide aussi l'IA à savoir comment combiner ces caractéristiques que je viens de mentionner. Troisième type de module de compétences, un module procédural composé premièrement de procédures d'action. Procédure d'action, c'est une suite d'actions éventuellement conditionnelles qui indiquent pour chaque sous-but que j'ai mentionné tout à l'heure, quelle est la série d'actions à réaliser. Des procédures de prise d'information aussi qui indiquent à l'IA quel type d'information et à quel moment et où elle doit aller chercher. Et puis des procédures de vérification qui vont permettre aux IA de faire des sondages à différents moments de la conduite de son process pour vérifier que ce qui est en train d'être réalisé est a priori réalisé correctement et fonctionne. Voilà le type de compétences qu'on a injectées dans cette logique d'hybridation dans nos bots. Et ça nous a permis de fabriquer une série de bots qui sont assez fortement fonctionnels, notamment dans leur utilisation de techniques en coaching et en management de psychologie appliquée, et qui sont beaucoup plus fonctionnels que ce que pourrait faire un modèle de langage qui n'aurait pas été éduqué ou formé à travers ces éléments que je viens de vous mentionner. Deuxième piste sur laquelle on commence à travailler maintenant, alors dans une logique, on va dire, plus de recherche, deuxième piste de travail sur l'articulation neuro-symbolique, cette fois-ci à un niveau beaucoup plus micro, et même complètement micro. Alors, quelques éléments de langage pour qu'on comprenne de quoi on parle ici. Quand on utilise un modèle de langage et qu'on lui adresse un texte, chaque mot, chaque token, pour faire simple, va être remplacé par un encodage numérique de ce mot, ce qu'on appelle un embedding. Un embedding, en fait, c'est un vecteur qui va représenter des caractéristiques de ce mot. Donc, chaque dimension de ce vecteur, ça va être une caractéristique linguistique ou une propriété ou un trait, mais un trait énacté au sens des sciences cognitives de Varela, c'est-à-dire que ces traits qui sont fabriqués par les IA ne sont pas, ces propriétés ne sont pas des identifications, on va dire dans une logique constructiviste, ne sont pas des identifications de caractéristiques du monde extérieur caractéristiques qui existeraient intrinsèquement. Ce sont des propriétés qui ne sont pas forcément des réalités ou qui ne sont pas des réalités ontologiques qui existeraient naturellement dans le monde extérieur. Ce sont des caractéristiques qui sont fabriquées par la pensée, si je puis dire, elle-même de l'IA. Et donc, un embedding, c'est-à-dire un vecteur qui va représenter un mot, parce qu'à nouveau, l'IA, elle ne voit pas le mot qu'on lui donne. Nous, on voit le mot, mais elle ne voit pas le mot. Elle voit l'embedding de ce mot, elle voit la représentation vectorielle de ce mot. Un embedding, ce n'est pas, dans une logique constructiviste, une simple traduction passive de propriétés du monde réel ou supposément réel extérieur. C'est au contraire une reconstruction catégorielle par projection de ce mot dans un espace de caractéristiques créé par l'IA, dans l'espace de ces caractéristiques cognitives, entre guillemets, internes à cette IA. Et donc, un embedding, là on prend l'exemple d'un groupe de mots qui serait Lady Diana, les coordonnées de cet embedding vont mesurer l'ampleur par ce mot, par ce groupe de mots ici, de sa possession de différentes caractéristiques.
Par exemple, Lady Diana, si une première dimension de l'espace vectoriel impliquée ici serait enfant, ben, elle aurait plutôt -1 parce qu'on se la représente plutôt comme adulte. À royal, elle aurait plutôt +1, à masculin -1, à anglaise +1, etc. OK. Et qu'est-ce qui se passe maintenant à chaque couche successive d'un réseau de neurones? Eh bien, à chaque couche successive d'un réseau de neurones, chaque neurone va fabriquer une nouvelle caractéristique de sortie, plus abstraite, par combinaison linéaire, par exemple, de caractéristiques en entrée. Donc, pour essayer de comprendre de façon très sommaire ça, si vous regardez sur la partie de droite, on a notre embedding que je vous ai mentionné juste à l'instant concernant Lady Diana. Et puis, sur la partie de gauche, on a une couche donnée, une couche de neurones donnée sous la forme d'une matrice. Et chaque ligne de cette matrice, c'est un neurone. Et chacun de ces neurones, à nouveau, par combinaison, enfin, par produit matriciel, qui est finalement qu'une série de sommes et de multiplications, chaque neurone va fabriquer une nouvelle caractéristique de sortie, plus abstraite, en refabriquant des nouvelles caractéristiques sur la base de ces caractéristiques de départ. Donc, sur la partie gauche, on a le produit matriciel qui est réalisé. On n'est pas obligé d'en comprendre les détails, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout simplement des multiplications et des additions. Et puis, ça va fabriquer un nouvel embedding, une nouvelle représentation vectorielle de ce mot. C'est ce que vous voyez, toujours concernant Lady Diana, sur la partie de droite de l'écran. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en sortie, le token, le mot, il va être exprimé dans un nouvel espace vectoriel de caractéristiques plus abstraites et plus performantes pour segmenter le réel et pour répondre efficacement à la tâche qui est demandée au modèle de langage. Et donc, nous, ce à quoi on s'attache actuellement dans Néocognition, c'est d'essayer, voir si on y arrive, d'essayer de mieux comprendre la nature cognitive de ces nouvelles caractéristiques, fabriquées par la pensée même, entre guillemets, du modèle de langage. Et on fait ça par une méthodologie de tracking cognitif de ces combinaisons, c'est-à-dire de ces éléments que je vous ai présentés juste avant. Et les questions qu'on se pose sont les suivantes. Vis-à-vis de ces nouvelles caractéristiques, ces nouvelles catégories de pensée fabriquées par le modèle de langage lui-même, par l'IA générative elle-même, quelle est la part de leur sémantique respectivement locale et contextuelle? Premier type de question. Sémantique locale, bah, ça on comprend assez facilement, c'est le sens simple du mot, maison par exemple, mais quelle est la part de la sémantique contextuelle? Parce qu'on sait que les embeddings encodent aussi des éléments de contexte. C'est-à-dire que ça n'encode pas que le sens du mot, mais ça encode aussi ce qui se passe autour de ce mot, c'est-à-dire les mots qui sont distribués autour du mot qu'on est en train d'encoder. Ça nous permet par exemple de distinguer des homonymes. On a un même mot, mais qui peut avoir plusieurs sens. Eh bien, son contexte autour, ça nous permet de comprendre quel est le sens précis de cet homonyme-là. Donc, sémantique locale versus contextuelle. Dans le contextuel, on a aussi des questions syntaxiques. C'est-à-dire qu'on va encoder, l'embedding, il va encoder, par exemple, la fonction grammaticale de Lady Diana. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un complément d'objet direct? Etc. Donc, on essaye de comprendre comment cognitivement ça se passe. Deuxième chose qu'on cherche à comprendre vis-à-vis toujours de ces nouvelles caractéristiques, euh, ces nouvelles dimensions, ces nouvelles catégories de pensée fabriquées par l'IA, quelle est la part de leur sémantique respectivement unifiée versus distribuée? Nous, un concept, une catégorie de pensée,
nous, les êtres humains, on a tendance à penser ça de façon unifiée. Voilà, un fruit ou une pomme, c'est quelque chose de relativement unifié. Mais les IA, elles ne pensent pas forcément de cette façon-là. Et notamment, on voit qu'elles peuvent avoir des concepts qui sont non pas unifiés, mais distribués, qui ne sont du coup pas des concepts où nous, au sens être humain, on entendrait spontanément ce terme-là, mais qui sont plutôt des champs conceptuels, des champs de concepts, des, oui, des caractéristiques, des catégories de pensée distribuées sémantiquement. Plus fondamentalement, ce qu'on cherche à comprendre vis-à-vis de ces nouvelles caractéristiques fabriquées en propre, entre guillemets, par les IA, c'est la part de leur sémantique respectivement analogue humaine, c'est-à-dire des catégories de pensée qui ressemblent à nos catégories de pensée, à nous, les êtres humains, versus ce qu'on appelle des aliens concepts émergents, c'est-à-dire des catégories de pensée qui seraient propres à ces IA, c'est-à-dire qui ne correspondraient pas à nos catégories de pensée, à nous, êtres humains, et qui ne pourraient pas d'ailleurs être nommées à travers des éléments de langage qui existeraient dans notre culture à nous. Des aliens concepts émergents qui sont donc spécifiques à la cognition émergente propre de ces IA, cognition différente, peut-être radicalement différente, et même certainement radicalement différente de notre cognition humaine à nous, avec l'idée qu'une meilleure compréhension de la nature cognitive de ces nouvelles formes de pensée, de ces nouvelles caractéristiques cognitives, de ces nouvelles catégories de pensée propres aux IA, permettrait éventuellement de mieux les réguler dans une logique d'hybridation, mais cette fois-ci à un niveau proprement micro. Voilà la piste de recherche sur laquelle on travaille actuellement, complètement en lien avec la question de l'alignement, c'est-à-dire le but à poursuivre ou pas, ça c'est un autre sujet, que les IA doivent fonctionner conformément à ce qu'on attend d'elles. Voilà, j'ai beaucoup parlé et rapidement, je m'arrête là et on va passer à vos questions.